Frédéric, ville de l'État du Maryland. Plus de 40 ans après sa mort, on exhume le corps du docteur Frank Olson, un scientifique ayant travaillé à la CIA. Son fils, Eric, est convaincu qu'il a été exécuté par des agents du gouvernement américain pour avoir voulu quitter l'agence de renseignement. Le docteur Frank Olson était un spécialiste de l'anthrax et autres armes biologiques. Ses travaux étaient classés secret défense. Les médecins légistes de l'université George Washington pratiquent une autopsie et concluent qu'Olson a probablement été assassiné. Je m'identifiais énormément à lui. Je l'adorais. C'est la seule raison pour laquelle je me suis lancé dans cette croisade. Je veux savoir ce qui lui est arrivé. 8 ans se sont écoulés depuis l'exhumation. Eric Olson enquête toujours sur les causes de la mort de son père en novembre 1953. Eric avait 9 ans à l'époque. Aîné de 3 enfants, il s'est donné pour but de résoudre le mystère entourant la mort de leur père. J'ai très peu de souvenirs de mon père. Ils sont confus, car le traumatisme causé par sa mort en a effacé beaucoup. Les circonstances de sa mort restent obscures et tabous. C'était un sujet dont personne ne voulait parler. Eric Olson s'est installé dans la maison que son père a fait bâtir à Frédéric en 1950. À cette époque, Frank Olson était l'un des biochimistes responsables du centre de recherche sur les armes biologiques de l'armée américaine, situé non loin. Les lettres piégées à l'anthrax qui ont fait 5 morts et contaminé plusieurs personnes l'obsèdent chaque jour. Y a-t-il un lien entre la mort de son père, plusieurs décennies auparavant, et les actes de terrorisme actuels ? A home front fight against anthrax. I don't have anthrax. Confirmation that anthrax killed 2 Washington postal workers. Being nervous these days. Those are the facts. It feels like every I don't time. have anthrax. We've been exposed to anthrax. Which serves the White House. La menace mortelle qui terrifie l'Amérique après les attaques terroristes du 11 septembre semble provenir du laboratoire militaire américain de Frédéric, où travaillait Frank Olson, le fort d'Ettrick. Ce laboratoire d'armes biologiques a été fondé en 1943. À l'époque, les Américains craignent que Hitler n'utilise un virus ou une bactérie contre les troupes alliées. Ils produisent rapidement un masque à gaz et des armes à l'anthrax pour pouvoir riposter. Capitaine d'armée, le docteur Frank Olson est l'un des premiers chercheurs du fort d'Ettrick. Il travaille avec Norman Cournoyer. Tous deux deviennent amis. Leurs premiers fils respectifs naissent en 1944 à quelques jours d'écart. On a travaillé environ 5 mois sur ce qu'on nommait les aérosols. On testait l'efficacité des masques à gaz et des vêtements de protection. Puis un jour, il a été transféré au service des produits sensibles. Il m'a dit, Norman, pourquoi ne viens-tu pas travailler pour moi sur les trucs brûlants? On avait des noms de code pour tout, N pour l'anthrax, X pour le botulisme et ainsi de suite. Noël 1947. La guerre est enfin terminée.
Norman et sa famille passent le réveillon avec Alice et Frank Olson, ainsi que leurs enfants. Est-ce qu'on était proches? Oui, vraiment. On s'est vus chaque jour de la semaine pendant 2 ans et demi. On ne pouvait qu'être proches. Parmi ce qui lui reste de son père, Eric Olson a trouvé des films de famille et des diapositives. Il n'y a d'abord pas prêté beaucoup d'attention. Mais aujourd'hui, il regarde ces images d'une toute autre manière. Ne contiennent-elles pas un indice sur les recherches que son père menait sur l'anthrax après la guerre? Frank Olson se passionne pour le film amateur. Ces scènes ne révèlent rien de son travail secret sur des armes mortelles. Elles n'offrent que l'image d'un monde parfait qu'un jeune père saisit à l'aide du tout dernier modèle de caméra 8 mm. Plus tard, Frank Olson se tourne vers la photographie. Il rapporte beaucoup de clichés de ses nombreux voyages. Ces photographies se rapportent surtout à sa vie familiale. Frank, sa femme Alice et son fils Eric en 1945. Monsieur et Madame Olson en 1947 avec leur fils Eric et leur fille Lisa. Noël 1949 en tenue de soirée. Entre-temps, Alice a donné naissance à leur 3e enfant, Niels. On peut discuter longtemps du type de relation qui s'établit entre une femme et un mari dont le travail est classé top secret. La femme peut développer une étrange manière intuitive d'interpréter les non-dits, et elle connaît les limites de ce qu'elle peut demander. Pendant très longtemps, et évidemment dès ses débuts à Détrick, mon père était très sensible à la mort ou à la survie des singes. Quand il rentrait pour le déjeuner et qu'il affichait une certaine expression, elle savait immédiatement que cela signifiait que les singes étaient morts ce matin-là et que l'expérience était une réussite. Arthur Vidic est le beau-frère de Frank Olson. Les deux familles passaient régulièrement leurs vacances ensemble. Vidic se rappelle Frank Olson comme un patriote américain travaillant avec enthousiasme pour le programme militaire d'armement biologique. Il croyait à ce qu'il faisait. Il sentait que le travail qu'il effectuait au centre de Frederick était important pour les États-Unis. Il se considérait comme particulièrement loyal et patriotique. Cette attitude de loyauté était une manière d'afficher son américanisme. Le docteur Frank Olson a travaillé dans le laboratoire militaire américain d'armement biologique pendant 10 ans exactement, lorsqu'il meurt à New York, à l'aube du 28 novembre 1953. Il a passé la nuit à l'hôtel Pennsylvania, en compagnie d'un agent de la CIA qui le garde. Cette nuit-là, Frank Olson meurt en se jetant de sa chambre située au 13e étage de l'hôtel, à travers une fenêtre fermée, selon le rapport officiel. Niels, le plus jeune des enfants Olson, a raturé l'article de presse au crayon rouge. On m'a annoncé que mon père avait eu un accident et qu'il était mort. On m'a seulement dit qu'il était tombé ou qu'il s'était jeté par une fenêtre. Je me souviens très bien que cela m'avait totalement abasourdi. À 9 ans, j'étais assez vieux pour saisir le lien de cause à effet. Et je ne parvenais pas à comprendre ce que signifiait tomber par la fenêtre. Comment peut-on tomber par une fenêtre au milieu de la nuit? Qu'est-ce que cela veut dire? Eric ne comprend pas. Pour sa mère, la mort de son père devient un tabou. L'enquête sur les circonstances qui entourent la mort mystérieuse du docteur Frank Olson nous ramène en 1945, à la libération du camp de concentration de Dachau en Allemagne. Les troupes américaines découvrent les cadavres de centaines de prisonniers qui ont été assassinés ou sont morts de faim. De nombreux survivants racontent aux Américains les terribles expériences menées par les médecins du camp à l'aide de germes pathologiques et de diverses drogues.
Quelques semaines plus tard, l'élite des chercheurs de l'Allemagne nazie est arrêtée et interrogée par des officiers américains dans le château de Kranzberg, au nord de Francfort. C'est l'opération Dustbin, ou opération poubelle. L'armée américaine espère récupérer et exploiter ce que les scientifiques allemands ont découvert pendant la guerre. Parmi les prisonniers du château de Kranzberg se trouve le professeur Hermann Oberth, le spécialiste des fusées, qui collectionne les autographes de ses confrères. Certains des plus grands savants de l'Allemagne nazie ont travaillé sur les armes bactériologiques et testé les effets mortels de certains microbes sur les êtres humains à Dachau et dans d'autres camps de concentration. L'un d'eux est le professeur Kurt Blom. Blom était le chef adjoint des services de santé du Troisième Reich et dirigeait la recherche allemande sur les armes biologiques. Blom fait partie des médecins des camps de concentration jugés par le tribunal militaire de Nuremberg. Il risque la peine de mort. Malgré l'existence de preuves suffisantes contre lui, Kurt Blom est acquitté à Nuremberg. Les Américains ont d'autres projets le concernant. Ich habe hier in aller Offenheit bekannt, dass ich ein überzeugter Nationalsozialist und Anhänger Adolf Hitlers gewesen bin. Toute personne ayant travaillé sur les armes biologiques nous intéressait. Les nazis voulaient-ils en faire usage? Oui, bien sûr, ils voulaient utiliser tout ce qui pouvait tuer. Tout. Les Américains épargnent à Kurt Blom, qu'on voit ici à gauche, la mort par pendaison. En retour, il leur fournit des informations sur le programme d'armement biologique nazi. L'un des spécialistes qui interroge Blom s'appelle Donald Falconer. C'est un ami et un collègue de Frank Olson. Falconer est responsable de l'élaboration des bombes à l'anthrax. Aujourd'hui, plus de 50 ans plus tard, Donald Falconer vit dans une maison de retraite, non loin de Frédéric. Eric Olson rend plusieurs visites à Falconer en espérant que le vieil ami de son père pourra lui révéler un jour un secret important. Mais Falconer refuse de parler, s'estimant tenu par son serment militaire, et il ne souhaite pas être interviewé. Dans l'un des films de son père, à la suite d'une séquence sur son grand-père, Eric découvre des images qui dévoilent un vol secret d'épandage sur des cultures ayant lieu en 1947. Grâce aux découvertes de Blom et des autres scientifiques nazis, les Américains expérimentent des maladies artificielles capables de détruire les récoltes. Après cette brève séquence, on retrouve des images des enfants. Au même moment, à Fort Detrick, on développe un gigantesque programme d'armement bactériologique à base de spores d'anthrax qui s'avère très résistant et parfaitement adapté à une guerre biologique. L'anthrax est cultivé dans ce bâtiment, puis placé dans des bombes. Les Américains se sentent menacés par l'arsenal biologique soviétique. Si la guerre froide dégénérait, ils pourraient utiliser des bactéries mortelles comme armes. L'armée exige un armement capable d'y faire face. Frank Olson participe avec l'armée de l'air aux essais des germes sur le terrain. Il se rend par exemple dans l'île d'Antigua, dans les Caraïbes. On mène ces essais pour vérifier la propagation des épidémies en conditions réelles. La plupart des tests sont menés dans les Caraïbes et dans la toundra d'Alaska. Il n'implique que des bactéries relativement inoffensives, mais certains essais sont pratiqués avec de vrais agents infectieux surnommés les trucs brûlants. On n'utilisait pas l'anthrax, mais le Bacillus globigi, qui est une spore très similaire. Ce qu'on faisait n'était donc pas très catholique. On en retrouvait partout. On en retrouvait encore des mois après. En mission secrète en Californie, Olson et son équipe remontent la côte Pacifique à bord d'une décapotable jaune pour préparer une expérience prévue dans la baie de San Francisco.
Ils vont y lâcher des spores pour tester la vulnérabilité de la ville à une tentative de sabotage russe. Menant la belle vie en apparence, Frank Olson se plie difficilement aux règles. Son attitude non conformiste semble en contradiction avec son travail pour l'armée. En octobre 1949, on suspecte Olson d'avoir divulgué des secrets d'État. Les services de renseignement militaire l'interrogent. Olson s'est montré passablement agacé par la conduite de l'interrogatoire durant l'entrevue. Cette attitude paraît lui être familière selon les personnes qui l'ont rencontré à Detrick. Olson s'est violemment opposé au contrôle des recherches scientifiques, qu'elles soient militaires ou autres, et à la supervision de ses travaux. Il n'obéit pas aux ordres et a eu de nombreuses altercations avec la police militaire. Il était très ouvert et ne craignait pas de dire ce qu'il pensait, bien au contraire. Il s'en fichait. Frank Olson n'y allait pas de main morte. Je crois que c'est ce qui leur faisait peur, j'en suis certain. Il n'hésitait pas à parler. Est-ce que c'est ce qu'il a perdu? C'est possible. En tant que responsable des expériences pour la guerre biologique, Frank Olson détient des informations secrètes parmi les plus importantes de cette période de la guerre froide. Novembre 1953, 4 ans après avoir été suspecté de divulguer des secrets, une accusation qui n'a jamais été prouvée. Lors d'un voyage à New York, Olson est accompagné par un agent de la CIA qui ne le quitte pas d'une semelle et le surveille en permanence. Olson et cet agent prennent une chambre dans le célèbre hôtel Pennsylvania. Que viennent-ils faire à New York? Le directeur de l'hôtel se nomme Armand Pasteur. Il y travaille cette nuit-là quand Olson tombe du 13e étage et atterrit sur le trottoir devant l'hôtel. Il gisait là en me regardant droit dans les yeux. Il essayait de parler, les yeux grands ouverts, mais il y avait du sang partout. Il saignait du nez, du sang coulait de ses yeux et de ses oreilles. Un os sortait de son bras gauche, saillant vers le haut. Je tentais de lui parler, mais nous ne communiquions pas vraiment parce que je ne parvenais pas à comprendre ce qu'il disait. Puis il est mort. Pastor prévient la police et les accompagne au 13e étage. Après s'être renseigné, il déduit qu'Olson a dû tomber de la chambre 1018A et que probablement une autre personne s'y trouve aussi. Je leur ai dit 1 minute. Il doit y avoir quelqu'un d'autre là-dedans. Ils se sont mis sur leur garde, ont dégainé leurs armes et m'ont dit « Ouvrez la porte et on entre ». J'ai ouvert la porte avec ma clé et ils s'y sont engouffrés. Il y avait un type assis sur la commode, les bras sur les genoux, qui se tenait la tête. Les flics lui ont demandé « Que s'est-il passé ?» Il a répondu « Je ne sais pas. J'ai juste entendu un bruit de verre brisé et en regardant par la fenêtre, j'ai vu Frank Olson allongé sur le trottoir. » L'agent de la CIA déclare qu'il s'est endormi rapidement et qu'il n'a pas entendu Olson se lever. Il n'a aucune explication pour ce suicide. Il n'a rien d'autre à ajouter. Il ne fait aucune déclaration concernant le motif de leur présence à tous deux à New York. L'enquête est rapidement close. Personne ne s'intéresse à l'appel téléphonique émis depuis la chambre d'Olson immédiatement après sa mort. Le standardiste a dit qu'il y avait eu un appel depuis cette chambre. Je lui ai demandé « Qu'est-ce qui a été dit ?» Elle a répondu « L'homme dans la chambre a appelé ce numéro à Long Island et a dit « Il est parti ». Et à l'autre bout, un homme a répondu « Tant pis ». Et ils ont raccroché tous les deux. L'agent de la CIA faisait-il son rapport en indiquant qu'il avait résolu le cas Frank Olson ce soir-là à l'hôtel Pennsylvania? Eric Olson à New York. Cela fait des années maintenant qu'il cherche des témoins susceptibles de l'éclairer sur la mort de son père qu'il considère comme un assassinat perpétré par la CIA.
Il veut en connaître le mobile. Le gouvernement craignait-il que Frank Olson ne divulgue des secrets d'État? Les récentes attaques terroristes à l'anthrax sont un véritable choc pour Eric. Confirmation that anthrax killed 2 Washington Postal workers. Being nervous these days. Those are the facts. It feels like every I don't time. have anthrax. We've been exposed to anthrax. Which serves the White House. Eric se pose de nombreuses questions. Le terroriste à l'anthrax était-il américain? Est-ce pour cela qu'on ne l'a pas attrapé? Parce qu'il connaît un secret que nul ne doit apprendre. Un secret que son père connaissait aussi. Dans la banlieue de New York, Eric Olson rencontre un vétéran de longue date de la CIA, Ike Feldman. Dans les années 50, il travaillait à la police des stupéfiants, du moins officiellement. Bien que Feldman n'ait jamais rencontré personnellement le père d'Eric, il détient quelques informations sur les circonstances de sa mort. Mes sources proviennent directement de la police de New York, d'agents du bureau des narcotiques et de la CIA. Tous affirment la même chose. Il a été poussé par la fenêtre, il n'a pas sauté. Les gens qui voulaient le voir disparaître disaient qu'il parlait trop et qu'il révélait ce qu'il faisait, ce qui était un secret d'État. Quand quelqu'un travaille à ce niveau de confidentialité sur un secret d'État et qu'il le divulgue à ceux qui devraient l'ignorer, il n'y a qu'une solution, le tuer. En avril 1950, le docteur Frank Olson se voit attribuer un passeport diplomatique, ce qui n'est pas habituel pour un scientifique militaire. Avait-il un nouveau poste? Durant les années qui suivent, il se rend souvent en Europe, dont plusieurs fois en Allemagne. Il faisait partie de la CIA. Je ne l'ai découvert qu'après qu'il me l'ait appris. Pour moi, c'était un capitaine de l'armée. C'est tout ce que je savais au début. Il s'avère qu'il était un agent de la CIA. Et il l'a été jusqu'en 1953. Parmi les diapositives de Frank Olson, des photographies prises à Francfort et à Heidelberg. Ces villes abritent les plus importantes installations de l'armée américaine en Allemagne. On trouve aussi une photo du quartier général top secret de la CIA en Allemagne, situé dans les bâtiments de IG Farben, au cœur de Francfort. Quelle est la nouvelle mission d'Olson? Il travaille à présent dans un domaine qui n'a rien à voir avec les armes biologiques. Ici, dans les bureaux allemands de la CIA, le biochimiste participe à d'importantes discussions avec des officiers de la Gestapo. Il fréquente de plus en plus d'autres agents de la CIA, dont un certain John McNulty. Il est lié à un projet top secret prônant le recours aux produits chimiques, aux drogues et à la torture sur les êtres humains en vue de briser leur volonté et de les soumettre. Le lavage de cerveau. Le nom de code de cette opération, Artichaut. L'équipe souhaiterait pouvoir appliquer les techniques du projet Artichaut sur des individus dont la loyauté est douteuse, sur des agents suspects ou des espions et des sujets ayant toute raison de mentir. À Oberursel, dans le massif du Taunus, au nord de Francfort, l'armée américaine a installé un centre d'interrogatoire discret caché dans de vieilles maisons à colombages, le Camping. Au début, on y garde principalement des agents soviétiques et des transfuges d'Allemagne de l'Est que la CIA considère comme des espions communistes. Des équipes spéciales, surnommées les durs à cuire, interrogent les prisonniers. Au sortir de la guerre, les Américains recrutent l'ancien SS Franz Gaidosch pour tenir le bar du mess des officiers du Camping. Pendant l'année 1962, dans le centre d'interrogatoire top secret, Gaidosch croise parfois un autre Allemand, le professeur Kurt Blom. Pendant longtemps, Blom a été le médecin de Camping. Il en dirigeait aussi la clinique. Bien qu'ancien médecin dans un camp de concentration,
Il était le protégé des Américains. Il menait des expériences. Le passé de Blum ne perturbe guère les officiers américains qui mènent la belle vie au camp King. L'ancien médecin des camps de concentration se doutait-il qu'il mettait son expérience au service de leur propre expérimentation sur des êtres humains? Un conseiller de la CIA prépare les expériences du projet Artichaut dès le début septembre 1951. À Oberhörsel, on évoquait de plus en plus les signes et les symptômes de l'usage de drogue. On devait s'intéresser à l'utilisation de drogue générant l'amnésie. Bien sûr, leur méthode était inhumaine. Ils exerçaient beaucoup de pression. Il existe de nombreux moyens pour briser les gens. Au Camp King, tout le monde connaissait les durs à cuire. Ils tentaient de vous arracher par tous les moyens ce que vous ne vouliez pas révéler. De nombreux indices indiquent que l'opération Artichaut, d'atroces expériences menées sur des êtres humains, se déroule dans cette maison isolée et sécurisée de la CIA près du camp King, dans les environs de Kronberg. L'ancienne Villa Schuster, rebaptisée Maison Waldhof, a été construite au début du XXe siècle. C'était la résidence d'été de la famille d'un banquier juif de Francfort. Les nazis l'ont confisquée en 1934 et les Américains s'en sont emparés après la guerre. Les voisins ne savaient pas à qui elle appartenait, ni ce qui s'y passait, car le personnel militaire entrait et sortait de la maison en tenue civile. Les voitures ne portaient pas de plaques spéciales et personne ne savait que c'était une installation américaine. En juin 1952, dans la maison Waldhof, la CIA entame des expériences sur le lavage de cerveau à l'aide de nombreuses drogues, d'hypnose et probablement de torture. L'un des documents top secrets évoque un agent russe gavé de médicaments. Ces expériences ont pour objectif de manipuler l'esprit humain dans le but d'extorquer des secrets au sujet, puis d'effacer leurs souvenirs afin qu'ils ne puissent pas se rappeler ce qui leur est arrivé. Le docteur Frank Olson arrive à Francfort le 12 juin 1952 en provenance de l'aéroport militaire de Hendon près de Londres. Il quitte la région Rhin-Main 3 jours plus tard, le 15 juin. Le 13 juin, des expériences sont menées sur le patient numéro 2, un homme suspecté d'être un agent double soviétique. Je l'ai senti perturbé après un retour d'Allemagne. Il est rentré et m'a dit « Norman, on n'a jamais parlé de cela, mais on est tous les deux des adultes. Et je peux te dire que c'était effroyable. » Il a ajouté « Tu serais sidéré par les techniques qu'ils emploient. Ils font parler les gens. Ils leur font un lavage de cerveau. Ils utilisent toutes sortes de drogues et de tortures. » Les expériences que la CIA mène sur des êtres humains s'inspirent de celles des nazis sur les drogues dont ils ont pris connaissance à la libération du camp de concentration de Dachau. Ils utilisaient des nazis, des prisonniers, des Russes, et ils se fichaient de savoir s'ils survivraient ou pas. Pendant ce temps, l'armée américaine mène d'importantes expériences sur une nouvelle drogue miracle, le LSD. Ici, par exemple, on demande à un soldat d'assembler un fusil sous l'effet de l'hallucinogène. Les expériences de l'armée sur le LSD se déroulent sur le campus du département chimique de l'arsenal d'Edgewood. Les chercheurs qui travaillent dans ces laboratoires au début des années 50 et qui collaborent étroitement avec Frank Olson traquent de nouvelles substances hallucinogènes. Ils espèrent trouver un moyen d'utiliser les drogues sur le champ de bataille.
Le docteur Fritz Hoffmann, un chimiste de l'ex-Allemagne nazie, a été recruté quelques années plus tôt pour accélérer la recherche sur de nouvelles substances altérant le comportement. Immédiatement après la guerre, il courtise les Américains pour obtenir un poste aux États-Unis. À cette époque, les États-Unis s'intéressaient aux drogues capables de modifier l'humeur du sujet, depuis le LSD jusqu'au benzylate de kinuclidinyle et tous les autres psychotropes. Fritz travaillait dans ce domaine lui aussi. Fort de ses expériences sur des soldats, l'armée réalise l'avantage d'user de LSD et d'autres drogues pour affaiblir et paralyser des troupes ennemies. Il devient même possible de conquérir un territoire sans combattre. Peu après, la CIA commence à mener ses propres expériences sur le LSD dans Bedford Street, dans le quartier new-yorkais bohème de Greenwich Village. Contrairement à l'expérimentation militaire, les sujets de ces expériences qui ont lieu dans un appartement transformé en maison close n'en sont pas informés. La CIA engage des prostituées qui versent du LSD dans les boissons de leurs clients et les incite à divulguer des secrets. Mon boulot consistait à m'assurer que les types que nous avions choisis montaient dans l'appartement où les prostituées discutaient avec eux en versant dans leur verre un produit dont j'ai appris plus tard que c'était du LSD. Elles devaient les faire parler d'affaires criminelles, de sécurité ou de stupéfiants. Tout cela faisait partie de l'expérience de la CIA. Ils l'appelaient le sale tour. Ils apprennent rapidement que le LSD délie plus efficacement les langues que l'alcool. Le lac Deep Creek, dans le Maryland, à 3 heures de route de Washington. Le service de la CIA qui dirige l'opération Saltour se réunit dans une maison de vacances isolée au bord du lac avec 10 de ses chercheurs en novembre 1953. Cette réunion concerne l'opération Artichaut. Selon l'invitation officielle, il s'agit d'une conférence de journalistes sportifs. Mais en réalité, les participants, dont Frank Olson, sont soumis au LSD. L'une des boissons est droguée. La CIA affirmera qu'elle menait une sorte d'essai interne sans que les cobayes ne le sachent. Je ne crois pas ce qu'on a dit, qu'il a été drogué parce qu'il était un agent de la sécurité. Il a été drogué parce qu'il parlait trop. Lorsque plus tard, Frank Olson apprend la réalité de cette expérience, il comprend immédiatement ce que cela signifie. Ils l'ont interrogé. Il est rentré le vendredi soir et il a passé tout le week-end dans cette maison avec ma mère, mon frère, ma sœur et moi. Mes parents sont restés assis sur ce canapé pendant une grande partie du week-end. C'était au mois de novembre et il y avait beaucoup de brouillard. Ils restaient assis en se tenant les mains à regarder le brouillard par la fenêtre. Puis, il lui a expliqué qu'il avait commis une terrible erreur. La CIA envoie Olson à New York en compagnie d'un agent. Un docteur travaillant pour les services secrets les rejoint dans leur hôtel et lui administre des médicaments. Frank Olson est devenu un risque pour la sécurité de la nation, mais il semble que la CIA a déjà trouvé une solution. « 40 ans plus tard, à l'Institut de médecine légale de l'Université George Washington. On a exhumé le corps du docteur Frank Olson pour lui faire subir une autopsie. Eric veut savoir, une fois pour toutes. Il s'avère que les résultats de la première autopsie effectuée en 1953 à New York ont été falsifiés. Le rapport du bureau de médecine légale de la ville de New York, que j'ai lu, est totalement erroné sur certains points très importants.
Il mentionne des lacérations, des coupures qui auraient été très probablement causées par le verre lors de la chute. Il n'y a aucune lacération. Elle n'existe pas. On a aussi immédiatement repéré une hémorragie, un hématome sous-galéal, situé sous l'os du front. On peut raisonnablement expliquer sa présence par le fait que la victime a été comme réduite au silence. On l'a rendu impuissant à se défendre pour pouvoir le jeter par la fenêtre. Stars organise une visite à l'hôtel Pennsylvania en présence d'Armand Pastor, le directeur qui a découvert Frank Olson cette nuit-là. Puis, il tire ses conclusions. Je crois, comme certains membres de mon équipe, pas tous, mais certains d'entre eux, qu'il s'agit d'un homicide. Cela sous-entend que Frank Olson a d'abord reçu un coup délibéré, puis qu'il a été jeté par la fenêtre ouverte de l'hôtel. Quelques mois avant ce meurtre, la CIA avait édité ce guide de l'assassinat, un manuel destiné à apprendre aux agents à tuer sans laisser de traces. Il y est écrit: l'accident le plus convaincant dans le cas d'un assassinat est une chute de 23 mètres ou plus sur un sol dur. Dans certains cas, il sera nécessaire d'assommer ou de droguer le sujet avant de le jeter dans le vide. Ce qui est décrit dans ce manuel du meurtre correspond presque mot pour mot à ce qui est arrivé au Dr Olson. C'est, selon notre terminologie, un protocole d'assassinat qui convient tout à fait à son cas. Est-ce réellement un meurtre? Et pour quel motif? Pourquoi Olson a-t-il dit avoir commis une terrible erreur? Il vous manque un élément, et je ne suis pas certain de pouvoir vous en parler. En fait, il était impliqué dans tout cela. Et ça ne lui plaisait pas du tout. Mais il ne pouvait rien y faire. Il faisait partie de la CIA. Et il fallait aller jusqu'au bout. Été 1953. Frank Olson et son beau-père coupent un arbre. Puis la famille se rend en vacances au lac Tupper, comme tous les ans, avec Arthur Vidic, sa femme et ses enfants. Tout semble se passer comme d'habitude, mais les apparences sont trompeuses. Frank est inquiet et il tente de se confier à son beau-frère, Arthur. Nous n'avions jamais de conversation d'ordre moral. J'ai été très étonné qu'il mentionne la Bible, et je voyais que quelque chose le torturait. Je le sentais confronté à un problème. Mais je ne savais pas quel était ce problème. Je me souviens parfaitement de son visage. Il était tendu, d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Pendant que la famille goûte aux joies estivales sur le lac, Frank se replie sur lui-même. Ma mère se souvenait aussi que mon père était devenu irritable cet été-là. Elle avait compris qu'il traversait une sorte de crise. Elle voyait qu'il ne dormait pas bien, qu'il ne parvenait pas à être en paix. Il était agité et s'inquiétait pour tout. De temps en temps, il parlait de quitter des triques, d'abandonner son travail et de suivre des études de dentiste. Elle l'encourageait à le faire si c'était ce qu'il désirait. À l'époque, une violente guerre sévit en Asie entre les troupes alliées américaines et les Nord-Coréens et les Chinois. Elle dure déjà depuis 3 ans. C'est le premier affrontement tellement craint et attendu entre l'Occident et les communistes. La guerre de Corée a-t-elle un lien avec les problèmes personnels de Frank?
Il possède toujours un bureau à Fort Detrick, dans le centre militaire d'armement biologique. Dans le même temps, il travaille pour la CIA. Les tâches du service dévolues à l'expérience Saltour, installée dans le bâtiment 1412, incluent le lavage de cerveau, l'usage des drogues et de la torture, ainsi que le meurtre commis à l'aide de poisons ou de bactéries. Le 17 juillet 1953, Olson fête son 43e anniversaire avec des amis. Quelques jours plus tard, il effectue le dernier voyage de sa vie. Il emporte sa caméra avec lui. Premier arrêt, Londres. Première séquence, Big Ben et une parade sur le Mall. Puis direction Paris. Près de la Tour Eiffel, voici ses deux collègues de la CIA assis à une terrasse de café admirant les jolies Françaises. Sur la gauche, John McNulty. Paris, Londres, Stockholm. C'est ce que Frank note sur la boîte du film. Il semble à Eric, son fils, qu'il découvre pour la première fois les dernières images de son père. Puis soudain, une vue des ruines du Reichstag près de la porte de Brandebourg et du mémorial soviétique des victimes de la Seconde Guerre mondiale. Frank Olson se rend donc aussi à Berlin en ce début d'août 1953. À Zehlendorf, il photographie le quartier général de l'armée américaine. Frank Olson est-il sur une mission secrète artichaut? À cette époque, on interroge plusieurs agents communistes de haut rang à Berlin. Quelques semaines seulement après le soulèvement civil dans le secteur soviétique, la ville morcelée subit une période de fortes tensions politiques et militaires. Au quartier général de Berlin, Olson semble être le témoin de méthodes d'interrogatoire brutales. La dernière fois qu'il est revenu d'Allemagne, il semblait avoir changé. Il m'a dit, je crois que je peux te dire ce que je ne peux pas révéler aux autres, parce que c'est toujours top secret. Les gens qu'il avait vus en Allemagne ne reculaient devant rien. Il m'a demandé, est-ce que tu as déjà vu un homme mourir? J'ai répondu non, il a ajouté, moi oui. Ils meurent. Ceux qu'ils interrogent meurent parfois. On peut donc imaginer le genre de traitement réservé à ces gens. Il m'a dit qu'il allait démissionner, il me l'a dit. Il disait vouloir sortir de la CIA. Point. En Corée, les premiers prisonniers de guerre américains sont sur le point d'être libérés. Certains d'entre eux seront accusés de haute trahison pour avoir confessé que leur propre pays a mené une guerre biologique. When my son asked me what I did in Korea, how can I tell him that I came over here and dropped germ bombs on people, destroying and bringing death and destruction? How can I go back and face my family? Leurs accusations sont-elles véridiques? Ou sont-ils, eux aussi, les victimes d'un lavage de cerveau communiste? Une chose est certaine, une fois libérés, les soldats qui ont proféré ces paroles sont à nouveau interrogés sous la torture et la drogue par leur propre pays. Ce document, classé top secret jusqu'à récemment, le confirme. Tout le monde s'accorde sur le fait que parmi les prisonniers de guerre de retour de Corée, le noyau du groupe et ceux qui ont été endoctrinés avec succès sont d'excellents sujets pour le projet Artichaut. Les soldats américains qui ont affirmé avoir participé à la guerre biologique ont apparemment été manipulés grâce aux techniques d'Artichaut. Les dossiers de la CIA l'attestent, et d'ailleurs tous réfutent leur confession. I did sign a confession relating to germ warfare, but the statements contained in this confession were false. They were obtained under duress from the Chinese communists, and by making these statements, I deliberately attempted to put in as much as was false and ridiculous as I could possibly get away with. J'ai prêté un serment en quittant l'armée et je ne parlerai pas de ça. Désolé.
À Washington, le mémorial de la guerre de Corée rend hommage aux Américains morts durant cette guerre. Parmi ceux qui en sont revenus, la CIA en a interrogé certains à l'aide de méthodes cruelles et les a contraints à récuser leur confession. Mais n'était-elle pas véridique? Les Américains ont-ils réellement utilisé des armes biologiques durant la guerre de Corée pour les essayer? N'était-ce pas le secret que détenait Frank Olson et qu'il risquait de divulguer? Cela correspond à ce que ma mère m'a toujours dit. Ton père était très préoccupé par la Corée. Puis un des collègues de mon père m'a avoué, l'année dernière seulement, que mon père avait compris qu'ils utilisaient des armes biologiques en Corée. Je lui ai alors posé la question des confessions faites par les soldats américains sur l'existence de ces armes et de leur prétendue utilisation par le gouvernement américain. Ces confessions qui ont été immédiatement réfutées comme étant le fruit d'une manipulation et d'un lavage de cerveau. À ce moment, le collègue de mon père m'a regardé droit dans les yeux pour que je le comprenne bien. Le lavage de cerveau n'expliquait pas tout. Est-ce que ce collègue, Norman Cournoyer, accepterait de réitérer cette affirmation devant une caméra? Il n'a jamais fait de déclaration publique sur Frank Olson ou sur la guerre biologique en Corée. Cet homme de 80 ans rendra-t-il justice à son vieil ami Frank Olson ou à son fils Eric qui intervient dans la conversation? J'ai prêté serment quand j'ai quitté l'armée des États-Unis que je ne divulguerai jamais ces choses. Vous me les avez révélés? Tu ne peux pas le prouver? Je peux le jurer? Vous me l'avez dit? Oui dire. Vous ne voulez pas en parler? Non, je n'en parle pas. Mais des gens possèdent des armes biologiques et ils les ont utilisées. Je ne dirai rien de plus. Ils les ont utilisées. Y a-t-il là une raison pour que la CIA tue ton père? Probablement. À Frederick, dans le Maryland, où Frank Olson vivait en travaillant à la fois pour le programme secret d'armement biologique de l'armée des États-Unis et pour la CIA, le FBI cherche toujours le terroriste à l'anthrax. La plus grande enquête de l'histoire de la justice criminelle américaine est en cours depuis des mois. Si l'auteur de ce crime est accusé et jugé devant un tribunal, le gouvernement fédéral sera obligé de révéler ce qu'Eric Olson tient pour une information classée secret défense concernant les recherches illégales sur les armes biologiques, l'usage de l'anthrax lors de la guerre de Corée et le meurtre de son père. Eric vient communiquer à son ami Bruce ses dernières découvertes. Bruce est à ses côtés depuis le début de son combat. Durant l'été 1975, le gouvernement américain n'a pas hésité à considérer que la vérité ne devait pas être dévoilée. La conspiration a lieu au plus haut niveau, à la Maison-Blanche. Elle est initiée par Donald Rumsfeld et Richard Cheney. On vient d'apprendre que la CIA avait probablement drogué son employé, Frank Olson, au LSD avant son soi-disant suicide. Rumsfeld et Cheney, secrétaires généraux de la Maison-Blanche à cette époque, recommandent au président Gerald Ford de présenter des excuses à la famille au nom du gouvernement et de lui allouer une indemnité pour éviter que l'affaire n'empire. Le mémo de la Maison-Blanche est libellé ainsi. Il existe un risque que nous soyons obligés de rendre publiques des informations classées secret défense devant une cour de justice ou une commission parlementaire. Dix jours plus tard, le président Ford reçoit la famille Olson et présente ses excuses. Cela lui permet de passer sous silence les secrets d'État et les causes de la mort de Frank Olson.
Pour moi, ça signifie que non seulement un homicide pour raison de sécurité nationale est possible, mais qu'il devient nécessaire quand un certain nombre de paramètres sont réunis. Si on effectue des travaux top secrets, qui sont potentiellement immoraux, surtout durant l'ère post-Nuremberg, et passablement illégaux, et qu'ils mettent en péril votre position de gardien de la moralité à l'échelle internationale, on se doit de posséder un mécanisme de sécurité qui comprend le meurtre. Les deux personnages politiques qui ont collaboré à la conspiration de 1975, Rumsfeld et Cheney, sont de nouveau au pouvoir en tant que vice-président et secrétaire à la défense des États-Unis. Il semble que le dossier Frank Olson soit loin d'être clos, même 50 ans plus tard. C'est du moins une chose dont le fils de Frank Olson est maintenant certain.